Ok, donc bienvenue sur Ubuntu Café. Bienvenue. Je pense que tu as failli parler anglais encore. Hmm. Bon, ça passé, j'ai retenu. Ouais. Comment ça va? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ah, ok. Euh, Le week-end s'est bien passé? oui, 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 ça s'est très bien passé. C'est un peu, comment on dit ça en français? C'était un peu busy. Mm. Mm. Ok. D'ailleurs, Merci. quand tu parles d'anglais, enfin, avant, enfin, j'avais toujours ce genre de confusion parce que bizarrement, c'est un peu comme si dans ma tête, quand je veux exprimer quelque chose, bon, si on voit l'endroit dans ma tête où le mot se trouve, bien la définition du mot, description. Les deux langues se trouvent là en même temps. Donc, c'est un peu comme si mon cerveau choisit le premier venu, quoi. Comment ça? Ok, C'est ça. bon, ok, non, 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 en fait, je ne suis pas supposé dire ça, je suis supposé dire. Ouais. Être bilingue, c'est pas facile, hein. C'est-à-dire, c'est comme si tu as deux personnalités à peu près, quoi. C'est-à-dire le français et l'anglais. Et puis, genre, mélanger les deux souvent. Ouais. Ouais, c'est-à-dire, on ne peut même pas exprimer même comment dire, forcément même les mêmes pensées exactement dans les deux langues. Mhm, mhm, mhm. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est bon, c'est bon. En tout cas, ça fait que, dépendamment de comment est-ce que tu veux t'exprimer, tu peux, surtout comme du fait que toi et moi, on parle les deux langues, ça fait que si gens veulent s'exprimer, on peut utiliser les mots et puis interchanger, en fait, quoi. Ouais, donc, ça passe. Ouais. Justement, ça, bon, pour faire la transition avec le sujet, enfin, le cadre de la conversation qui est Ubuntu Café, où on parle de technologie. Ça revient souvent quand je parle à plein de nouveaux dans l'industrie. Je mets toujours l'accent sur le fait qu'ils ne doivent pas forcément s'identifier à telle ou à une technologie qu'ils utilisent. Mm, mm, Donc, là, quand tu les rencontres, ils vont te dire, ah ouais, tu es développeur, ok. Tu fais Java, tu es un Java développeur, ou bien tu es C# développeur, ou bien truc. mm, Je ne fais jamais ça. Je dis, pensez toujours plutôt d'être tout simplement ingénieur ou bien peu importe le titre que vous voulez utiliser. Parce que dans cette profession, hein, ce qui compte, c'est résoudre les problèmes. mm, C'est pas former une identité qui est reliée à un langage ou l'autre. c'est vrai. Parce que les Donc, langages vont changer. euh, Mais en tant qu'ingénieur, tu t'adaptes à ce qu'on te donne, quel outil tu as, en fait, en face de toi. justement. Et puis, comme on parlait tout à l'heure de langue, le fait de pouvoir s'exprimer dans l'une des langues ou l'autre, et puis le fait que ça ne soit pas forcément possible d'exprimer exactement la même chose dans l'une ou l'autre des langues. C'est la même chose qui se passe avec les langages de programmation. Si Mhm, quelqu'un a toute son identité avec un langage de programmation, donc disons C#, il y a certains genres de problèmes où ça sera très difficile pour mhm. cet ingénieur-là de pouvoir résoudre parce qu'il pense seulement en C#. C-sharp, c'est ça. Mais si au-delà de C#, il apprend d'autres paradigmes, un peu comme Lisp, par exemple. Moi, j'aime beaucoup Lisp, ou bien JavaScript ou autre. Il aura une vue un peu plus globale du problème, et Mhm. puis ça l'aider à penser à truc, employer différentes approches quoi, pour résoudre le problème. Ouais, c'est vrai. Voilà. En tout cas, tu m'avais déjà parlé de Lisp, faut que je m'y mette dessus. Ouais. Ouais. En tout cas, ouais, la semaine passée, on a fait la présentation Ubuntu sur l'utilisation de Claude, qui Mhm. est le AI le IA de Anthropic. Mhm. Et on a utilisé le framework qu'on avait trouvé en ligne là, avec les trois étapes. La première étape, c'était créer le master plan. La deuxième étape, c'était créer les fichiers, on appelle ça les stop files du fichier de code. Et puis la troisième, c'était, après avoir créé les stop files, c'est maintenant créer l'implémentation du code en fait. Et c'était une technique qu'on avait trouvée avec, où c'était, C'est je une pense des, que c'est une des, en fait, c'est une des techniques qui fait partie du grand groupe de prompt engineering. voilà, c'est ça. C'est une manière plus élaborée de faire prompt engineering, en fait. C'est ça. Donc, je pense que la technique là en question est un peu plus reliée à, si je ne me trompe pas, à chain of thought. On dit chain of thought, mais c'est un peu comme si on emmène le LLM.
ou bien l'IA à approcher un problème étape par étape. Étape par étape. C'est une manière nettement plus élaborée, quoi. Et Mhm. puis, comme j'avais mentionné pendant la présentation, il y a cette inversion du contrôle Mhm. où l'outil prend un rôle un peu plus actif pour t'aider à raffiner genre le plan du projet que tu veux exécuter, en fait. C'est ça. C'est ça. Bon, pour ceux qui peut-être qui vont aller voir la vidéo après, je peux encore en entrer un peu plus en détail. C'est un exemple, c'est donner, c'est dire à l'outil, par exemple, que tu veux qu'il suive un plan détaillé. Et durant ce plan détaillé, là, l'outil peut te poser des questions s'il ne comprend pas en fait certaines choses du plan. Voilà. Donc, quand tu lui donnes ces instructions-là, l'outil commence à te poser des questions pour raffiner en fait sa compréhension du problème posé en fait. Voilà. Donc, par exemple, il peut te demander, OK, le projet que tu veux créer, tu veux le créer pour qui? Quelle est ton audience? OK. Dès que tu lui réponds, OK, tu veux utiliser tel type de base de données. Et tu peux lui dire, bon, je ne sais pas quel type de base de données, mais voilà comment est-ce que je veux que les données soient stockées. Est-ce que tu peux me donner une recommandation? Et il peut te donner une recommandation. Donc, c'est ce genre de va-et-vient avec l'outil là qui fait que tu arrives à résoudre un problème vraiment, comme tu le dis, étape par étape et jusqu'à arriver à la fin, quoi. Donc, en tout cas, c'était une bonne présentation et tout. Oui, Même si c'est très intéressant. Et puis, en fait, ça reflète à peu près ce qui se passe dans le monde du travail, surtout dans ce domaine, où c'est un peu comme si l'outil jouait le rôle d'un de tes subordonnés au travail. Tu dois donner des instructions et puis des choses à exécuter, en fait. Le subordonné, ingénieur ou bien quoi, te pose des questions pour mieux comprendre qu'est-ce que tu veux qu'il accomplisse, en fait. Voilà. c'est ça. Non, c'est correct. Ouais. En parlant de Claude, je sais que c'est cette semaine, non? Ils ont fait sortir une nouvelle version de leur IA là, qui s'appelle Claude Sonnet, là, 3.5 Sonnet. Et ils n'ont pas trouvé d'autres noms, ils ont dit seulement new sur leur page là. Mais c'est un nouveau IA en fait. Ouais. Et l'une des particularités de ce IA là, c'est le fait qu'il puisse prendre contrôle de ta souris en fait, de ton ordinateur pour exécuter des tasks. Exécuter des tasks. En fait. Tasks, ça. Des tâches. Exécuter des tâches. Ah, tu vois, le même souci avec la l'autre. Quand je dis task, je me disais, voilà, donc, c'est-à-dire, un exemple, c'est quoi? C'est que tu peux lui dire, par exemple, que tu veux qu'il fasse des recherches pour toi, en fait. Donc, l'outil est capable de prendre ta souris, aller en ligne, faire des recherches, genre, vraiment taper, genre, sur Google, faire les recherches, trouver la réponse et venir, genre, te donner ça d'une manière, quoi. Ouais. On Mais, ouvrir les fenêtres, tout ça, genre ouvrir Google Chrome ou bien autre. Excel, ouvrir VS Code, toutes ces choses-là, Excel. Excel, c'est ça. Donc, c'est quand même assez puissant et tout. Mais bon, ils ont mis quand même quelques restrictions dessus. L'une des restrictions, c'est le fait qu'ils ne puissent pas, par exemple, envoyer des emails pour le moment. Genre, tu peux pas lui dire d'écrire un email et puis envoyer. Il peut pas faire ça. Ça, c'est Il peut pas aussi aller en ligne et puis acheter des choses. Genre, il peut pas faire des achats. Je pense que ça, c'est une très bonne idée parce que tu veux pas que le truc aille en ligne et puis aller dépenser ton argent sur Amazon. En tout cas, ils ont mis quelques restrictions dessus. Je pense que pour faire des tests d'abord, et après, je suis sûr ils vont faire ça de beaucoup plus choses ouvert, quoi, en fait. Mais c'est quand même assez intéressant et pour le moment, c'est l'un des modèles les plus puissants, je ne me trompe pas, qu'ils aient créé. Mais bon, ouais. Moi, je n'ai pas encore essayé, je n'ai pas encore fait essayer l'outil d'abord. Là. Mais est-ce que toi, tu as déjà essayé? Non, non, j'ai pas essayé, mais tu vois, le fait que tu en parles même, ça me donne une idée parce que, bon, si tu imagines qu'on fait l'informatique, on crée les logiciels, tout ça, bon, il y a un très grand nombre de personnes qui sont focalisées sur le web, mais il y a une grande partie des développeurs qui sont plutôt focalisés sur le desktop, genre des applications qui marchent sur l'ordinateur même.
l'interface graphique et autres. Si tu penses à ceux qui opèrent dans ce domaine, par exemple, s'ils font ça avec C#, par exemple, ou bien .NET, je pense que ça sera... il y a un framework de Microsoft là, qui s'appelle WPF. Ça, donc, Windows Presentation Framework, quelque chose comme ça. Donc, quand tu penses à ceux qui opèrent sur le desktop pour faire du développement, à un certain moment, ils ont besoin de tester pour vérifier que leurs applications marchent correctement. Donc, de la même manière que sur le web, on peut utiliser quelque chose comme Selenium ou bien Playwright qui est moderne pour se promener sur la page web, cliquer les boutons, tout ça pendant le test. Il y a l'équivalent aussi, mais qui marche sur les desktops. J'ai oublié le nom maintenant, mais ce genre de script qui peut permettre de tester les applications desktop, en fait, si on veut voir, ces scripts-là peuvent contrôler ta machine. Voilà, donc, certaines routines que le logiciel doit faire sur le desktop, tout ça, pour vérifier. Il y a des gens qui écrivent ce genre de script à la main. Donc, ça sera peut-être intéressant de ces jours pour les présentations de Ubuntu, pour voir comment on peut essayer de répliquer ce que Anthropic a fait avec la nouvelle version de Claude Sonnet, mais à petite échelle, quoi. Genre, on va connecter ce genre de script avec un API de Claude ou autre pour voir si on peut avoir un certain niveau de contrôle. Ça peut être une bonne expérience. Oui. Non, en fait, quand tu as parlé de trucs de Microsoft, ça m'a pas pensé à vraiment, comme tu l'as dit, à Selenium. C'est l'outil que les gens utilisent pour faire les tests des applications, en fait. Donc, je me demande, est-ce que ça va remplacer des trucs comme Selenium dans le futur? Bon, pour le moment, on peut dire que c'est un peu cher parce que l'utilisation, ça utilise beaucoup de, comment on appelle ça, les tokens de Anthropic, ça utilise beaucoup de tokens. Donc, pour le moment, je ne pense pas que ce soit une solution faisable. Mais disons, dans 3-4 ans comme ça, est-ce que tu vois un outil comme... Ça n'a même pas besoin d'attendre 4 ans. Si tu te souviens, il y a quelques mois, il y avait une compagnie qui était encore en vogue. La compagnie qui fabriquait le petit appareil. Je ne sais pas si c'était Rabbit Air ou bien quoi. Oui, je me rappelle. Il y a des gens qui ont pu démonter l'appareil pour inspecter ce qui se passait à l'intérieur. Et puis, parce que pour décrire à peu près ce que l'appareil faisait, ça permettait d'utiliser tout simplement la voix pour communiquer avec une intelligence artificielle qui était supposée être sur l'appareil ou bien peut-être dans le cloud. Tu vois, donc cet outil-là, c'était l'intermédiaire en fait. Donc, comme c'était un petit appareil électronique, il y avait la possibilité de, par exemple, appeler un taxi Uber avec ça. Donc, quand les gens ont démonté, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'en fait, c'était seulement un script Playwright. Au cas de Uber, par exemple, c'était un script Playwright qui était contrôlé par les réponses qui venaient d'un LLM, d'une intelligence artificielle. Voilà, donc, ce n'était pas vraiment différent d'écrire un script de Playwright à la main. Et puis, le script allait aller sur uber.com pour réserver un taxi, en fait. Mais quand les gens faisaient la publicité de ça ou bien le marketing, ils donnaient l'impression que c'était quelque chose tellement avancé. Mais en fait, c'était juste un script qui était connecté à un API d'une intelligence. Ouais, je me rappelle. Ouais. OK. En tout cas, c'est intéressant. Je pense que, en tout cas, dans les semaines à venir, on va voir les use cases. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ouais. En tout cas, je pense qu'un des use cases que je peux voir, dont je viens de penser maintenant, je ne sais pas, tu vois quand ceux, par exemple, qui ne peuvent pas utiliser leur maison, je pense que c'est paraplégique, non, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, mais ils peuvent peut-être... Physique, là. Comment? Ils ont des handicaps physiques. Handicaps physiques, c'est ça. Tout ça, ouais. Mais ils peuvent, disons, donner des commandes et peut-être envoyer une certaine commande. Et puis maintenant, le IA peut peut-être utiliser une souris pour faire exécuter certaines choses.
Je ne sais pas si, ouais, bon, peut-être ça peut être un use case dans le futur, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Je pense que sûrement un futur très proche. Ouais. OK. Alors, en tout cas, un autre outil encore que moi j'ai commencé à utiliser et que j'aime beaucoup, c'est un outil de Google qui s'appelle Notebook LM. On va mettre le lien sous la vidéo là. Mais pour peut-être qu'ils ne savent pas, Notebook LM, en fait, c'est comme un assistant qui t'aide à faire des recherches, mais l'assistant, c'est l'IA, en fait. Et c'est, comment dire, c'est dans une sorte de plateforme où tu peux attacher, tu peux dire, attacher des documents, en fait. Donc, par exemple, disons un exemple, c'est que, disons que tu as des PDF de tes concurrents, par exemple, et tu veux faire une analyse de tes concurrents. Genre, tu as 10 PDF que tu peux mettre sur la plateforme, et avec l'IA maintenant peut te répondre. Tu peux poser des questions à l'IA et l'IA va te répondre basé sur ces documents-là, en fait. C'est pas basé sur, je sais pas moi, ce que l'IA connaît, mais c'est spécifiquement basé sur ces documents-là. Il peut te faire un résumé, il peut même utiliser ces documents-là, il peut te créer un autre contenu. Et l'une des particularités, c'est que pour ceux, par exemple, qui veulent étudier, par exemple, si tu es un étudiant en sciences, SVT, sciences de la vie de la Terre, par exemple, et tu veux étudier, il suffit seulement de mettre toutes tes leçons dessus et il peut te recréer, en fait, une sorte de guide pour t'aider à étudier. Ça, c'est un. OK. Ouais. Et ce qui est encore plus intéressant, voilà, résumé, des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut transformer ce même document-là en podcast. Ah, OK. Ouais, en podcast. Et c'est deux IA qui se parlent comme si c'était deux vraies personnes, en fait. Quand tu écoutes, tu ne peux pas croire que c'est comment on dit, c'est une intelligence artificielle qui parle. C'est comme deux personnes qui parlent basées sur le document qui a été créé avec les données ou les documents que tu lui as fournis, en fait. Et c'est intéressant. tu peux même interrompre leur causerie et leur poser des questions. Et ils vont te répondre. Donc, quand j'ai vu la démo, j'étais ébahi. J'ai dit, waouh, OK. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi, en fait. C'est quand même assez. Mais la version est d'abord, c'est pas toujours accessible à tout le monde pour le moment. Malheureusement, je pense pas que si tu es en dehors des États-Unis, tu peux avoir accès pour le moment. Sauf si tu as un VPN. Parce qu'ils ont mis une restriction dessus sur seulement ici, quoi, aux États-Unis. Voilà. Mais c'est quand même assez intéressant. J'aime bien l'outil déjà. J'aime beaucoup. Ouais. Wow. Mais attends, quand tu dis ça fait les podcasts, est-ce que les voix là, enfin, supportent plusieurs langages? Genre, est-ce que, par exemple, les voix de l'IA peuvent communiquer en français, par exemple? Je suis sûr, pour le moment, c'est en anglais que j'ai vu, mais je suis presque 100% sûr que ça peut être en d'autres langues. Parce que s'il peut faire la traduction en français, je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait plusieurs Ubuntu Meetup où j'ai fait des. Je ne sais pas si tu te rappelles là où j'avais fait le truc de Premier Gaou, là, où Drake chantait Premier Gaou. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, je me souviens. Avec un outil là. Dernière. Voilà. J'avais utilisé un outil là qui faisait que Drake chantait Premier Gaou, là. Si lui, il peut faire ça, je ne pense pas que ça soit difficile pour cet outil-là de te parler en français ou en swahili ou quelque chose comme ça. Ouais. Ah, donc tu veux dire même les langues locales, quoi. Je pense que oui. Parce que déjà, ils font les traductions dans les langues locales déjà. Le swahili, ils font déjà. Ouais. Oui, je sais qu'en texte, ils font, mais avec la voix, là, c'est encore plus intéressant. C'est encore plus intéressant, ouais. Mais il faut que je fasse des recherches pour voir. Mais je suis presque sûr que français, là, en tout cas, ils font. Oui, ce que c'est avec ChatGPT, je pense une fois, j'étais sur, c'était TikTok, je pense. Il y avait une dame nigériane. Donc, tu vois, au Nigeria, ils ont le pidgin. Donc, elle était en train de demander à ChatGPT, est-ce que ChatGPT pidgin? Et puis, à sa surprise, bon, ChatGPT a changé, il commence à parler pidgin English. Donc, je me suis dit, waouh, c'est intéressant, ça. Ouais. En tout cas, l'outil là, j'aime beaucoup l'outil là. Franchement, j'espère que ça sera accessible. Ma seule peur avec Google, c'est quoi? C'est que Google,
ils peuvent t'habituer à un outil et puis un jour dire que bon, voilà, ils ont fini l'outil et puis voilà, ils annulent ça, quoi, en fait. C'est ça mon problème avec Google. Ouais, ça arrive souvent avec Google. Ouais, ils font trop, ils te créent des outils et il suffit que tu t'habitues à l'outil et puis d'un coup, ils disent Ouais, non, ils ne supportent plus l'outil et puis c'est fini. Ouais. ouais, Donc, ça c'est vrai. Ouais. ouais. Ouais, donc c'était ça. Je sais que toi, tu n'as pas encore essayé ça, mais en tout cas, je te conseille d'essayer pour voir. C'est assez net quand même. Ouais. 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 Mais je pense que toi aussi, tu avais vu, il y avait une nouvelle sur les histoires de open source Ah, et oui, oui, les oui. conséquences sur les relations internationales et tout ça là. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, pour peut-être faire un petit résumé, Mhm, il se trouve que dans le domaine de l'informatique, ce ne sont pas tous les projets qui sont forcément des projets web et autres. mhm, Souvent, on peut se retrouver à travailler sur des projets où il y a, comment dirais-je, qui se trouvent dans des domaines qui sont très, 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 très régulés, comme par exemple les banques, mhm, bien les finances et autres. Voilà, donc, quand on se retrouve à travailler dans ces domaines, c'est plus seulement une histoire d'écrire, je suppose. Il faut aussi prendre en compte quelles sont les lois, quels sont les règlements mhm, qui viennent des gouvernements, ou bien même souvent même des gouvernements qui sont externes, mhm, s'ils sont concernés par le projet. mhm, Comme par exemple, on avait un projet récemment où c'était une histoire de finances, où par exemple, le pays étranger, enfin, il y a un pays étranger qu'on devait gérer à travers le projet, où ils insistaient pour que certaines données ne quittent jamais leur territoire. mhm, Donc, imagine essayer de travailler sur un projet où les données se trouvent dans un autre pays. Comment travailler avec ce pays-là mhm, en étant ici à des milliers de kilomètres sans mhm, que leurs données sortent de leur pays. Bon, mhm, je ne vais mhm. pas donner des détails, mais ça fait partie des choses qui sont dans la réalité du travail dans certains domaines. Ouais, Donc, c'est vrai. voilà, mais là, ça, c'est juste un exemple de ce qui se passe peut-être en entreprise où ce ne sont pas des logiciels qui sont accessibles à tout le monde, que tout le monde peut voir ou bien participer. Mhm, Il se trouve aussi que ce genre de règlement s'applique aussi même aux trucs, aux logiciels qui sont open, genre dans le open source. mhm, Donc, l'exemple que j'ai vu justement cette semaine, c'était relié à un grand changement qui se trouve dans enfin, qui fait partie du développement de Linux, en fait. mhm, Parce que, bon, il y a les différentes distros comme les Ubuntu et autres, mais il y a le noyau, le kernel mhm, Linux que Linus Torvalds et puis ses collaborateurs développent avant que ça rentre dans les distributions comme Ubuntu, Arch Linux et autres et autres. mhm. Je trouve que cette semaine, il y a des gens clés qui font partie des collaborateurs de Linus Torvalds qui se sont fait, enfin, qui n'ont pas volontairement quitté le projet, mais qui ont été obligés d'être éloignés du projet, en fait. Pourquoi? À cause du genre de licence que le Linux kernel ou bien que le noyau de Linux a sur GitHub. Mhm. Pour ceux qui ne savent pas, le noyau de Linux a une licence GPL. Donc, j'ai regardé une petite émission dessus sur YouTube. On va sûrement partager le lien sous la description de cette vidéo. Donc, il se trouve qu'en fait, quand on parle de licence, comme GPL, il y a Apache, il y en a plusieurs. La licence sous-entend que ceux qui décident d'utiliser le software qui est open source acceptent les termes de la licence. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent les termes de la licence? C'est parce qu'il y a une loi qui est directement reliée à la licence, ce qui fait que les gens ont cette obligation de suivre, euh, de suivre à la lettre les termes de la licence. Mhm. Qui dit loi parle de territoire, parle de pays. Mhm. Donc, quelque part, le fait de suivre une licence, on la suit parce qu'elle est reliée à la loi, alors Mhm. que la loi découle d'un territoire ou bien de l'entité qui règne sur un territoire ou bien d'un pays. Mhm. On se soumettre à la licence
projet open source, c'est se soumettre à la loi de ce pays-là, en fait. Pays-là, ouais. Donc, pour en revenir à Linux, il y a une organisation de non-profit, je pense de Linux Foundation, qui soutient le projet de Linus Torvalds dans Linux et qui a décidé d'utiliser cette licence GPL. OK? Donc, vu que l'entité derrière Linux, l'entité de non-profit est basée en Amérique, si je ne me trompe pas, cette entité-là est obligée de suivre la loi américaine. Ouais. Comme tout le monde voit ce qui se passe dans le contexte géopolitique. Le contexte géopolitique avec les conflits un peu partout dans le monde, il se trouve que, je ne sais pas comment je peux les qualifier, certains adversaires côté géopolitique avaient certains de leurs citoyens qui étaient très, très haut placés dans l'organisation qui soutient le projet de Linux en tant que contributeur. Donc, comme il y a ce bras de fer géopolitique en ce moment, et que l'organisation derrière Linux doit suivre la loi du territoire, voilà, du territoire qui régit toutes ces licences GPL et autres. Donc, ils se sont retrouvés obligés à écarter les contributeurs qui venaient du côté de l'adversaire. Wow. Donc, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant. Bon, je ne suis pas politicien, moi, peu importe ce que les côtés géopolitiques se fait, bon, ça, ce n'est pas à mon niveau, ça me dépasse. Mais j'ai tout juste trouvé ça intéressant que certains règlements qu'on retrouve souvent à l'intérieur des compagnies qui régissent comment on doit produire du code, ça affecte même aussi le domaine open source. Ceux qui sont pas, par exemple, sur le territoire américain, qui viennent un peu partout dans le monde, qui utilisent open source, le fait d'utiliser certains projets open source doivent comprendre qu'en fait, ils doivent se plier à la loi qui régit cette licence-là, parce que cette loi découle de l'Amérique. Tu m'as fait penser à quelque chose avec parce que j'avais lu quelque part aussi le fait que bon, on va pas nommer de pays, hein, mais il y a beaucoup d'outils open source, il y a beaucoup de software open source qui ont été utilisés et bon, pas utilisés à la base, mais utilisés et bon, améliorés. Les gens, ils ont pris le open source, certains pays, ils ont pris le open source et ils ont amélioré ça et ils utilisent maintenant ce logiciel-là pour, on peut dire, persécuter ou bien, comment dire, imposer certaines choses à leurs citoyens. Tu vois ce que je veux dire? Genre limiter les libertés, par exemple, de leurs citoyens. Tu vois? Donc, je sais qu'en temps, il y avait un débat sur le fait que est-ce que il n'y aura pas dans le futur, par exemple, une limitation, une limite sur les logiciels open source, du genre, parce que, bon, open source, on voit dans le genre où on veut utiliser les logiciels là pour faire du bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, si on va faire des logiciels open source qui vont être utilisés pour faire du mal, pour, je sais pas, persécuter les populations ou bien faire du mal à des gens, ça fait que, bon, il y a ce débat-là maintenant qui se crée, du fait que est-ce que vraiment on veut créer des logiciels, on veut donner des logiciels gratuitement. Bon, c'est pas si gratuitement que ça, parce qu'il y a toujours quand même des licences un peu à gauche et ça. Mais tu vois ce que je veux dire, non? Ça crée ce dilemme-là, en fait. Tu vois, c'est en fait ce qui fait polémique au sujet de open source quand il s'agit de, je sais pas moi, de ce que certains pays décident et autres. C'est qu'en fait, quand il s'agit de connaissances ou bien, je sais pas moi, ou bien quand il s'agit de personnes qui ont la maîtrise de leur domaine, l'intelligence ou bien la connaissance, il n'y a pas, aujourd'hui, en tout cas dans le domaine de l'informatique, il n'y a plus vraiment de monopole. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il peut y avoir un grand nombre dans certains endroits du monde et autres, c'est vrai, mais quand on regarde dans les projets un peu comme Linux et autres,
il y a des contributeurs, peut-être, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans qu'ils travaillent dessus. Et puis, sous eux, il y a des milliers de personnes qu'ils gèrent. Donc, je ne sais pas si tu vois à peu près comment ça peut être des gens clés, par exemple, où le fruit de leur travail est utilisé globalement. Globalement. Ou, de telle sorte que tout le monde en tire un bénéfice. Tu vois un peu. Donc, c'est vrai, on doit se plier aux lois, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas au détriment de la qualité de certains systèmes critiques dont tout le monde dépend? Parce que quand on parle de Linux, il faut bien comprendre, tous les gens qui ont des téléphones Android ou bien des systèmes qui ressemblent un peu à Android et autres sont affectés globalement. Ouais. Tous les serveurs, les data centers, pas seulement en Amérique, mais globalement, on utilise aussi Linux, donc potentiellement peuvent être affectés. Toutes les voitures qui ont des, des tableaux de bord qui sont un peu smart, on peut jouer la musique, c'est tactile et autres. Tout ça, c'est Linux. Ouais, en fait. Donc, la polémique, c'est que, ou bien le débat, est-ce que quand il y a des gens clés comme ça, à cause de leur origine, ils doivent être écartés ou pas? S'ils sont écartés pour respecter la loi, quelles sont les conséquences? Ou bien s'ils restent, est-ce qu'après, ils peuvent devenir de mauvais acteurs aussi? Très délicat. En tout cas, comme on a dit, certaines choses de ce genre nous dépassent. Non, on peut seulement que On peut constater et puis c'est tout. constater et puis c'est tout. Ouais. C'est pas comme si on vient demander notre avis. En tout cas, ouais. Ok, d'accord. En tout cas, bon, je pense que c'est tout. Hein. Le prochain Ubuntu, ça sera sur les agents. Les agents, pour ceux qui. Une définition des agents. On peut dire que les agents, c'est un outil qui te permet de faire une tâche. Voilà. Et maintenant, de manière programmatique. Voilà. Donc, ça peut être un IA qui peut faire cette tâche ou bien ça peut être juste un code qui peut faire cette tâche-là. Donc, ma prochaine présentation, ce sera sur ça. Comment faire pour mettre plusieurs agents ou agents ensemble pour résoudre un problème, quoi. Un problème de business. Donc, on va utiliser la plateforme qui s'appelle Crew AI. C'est une plateforme, une nouvelle plateforme qui est assez populaire maintenant que beaucoup de gens utilisent. On va voir ce que ça a donné. Tu vas sûrement nous montrer comment jouer le rôle de chef d'orchestre pour agencer tous ces agents. Hein, c'est ça. Avec Crew AI. Faire des choses intéressantes. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, pour ceux qui vont écouter la vidéo, j'espère qu'on va vous voir le samedi prochain. Ça, on va vous apprendre comment utiliser les agents pour résoudre des problèmes. Oui, puis on va partager encore les détails sous la vidéo. Voilà. Donc, il faut vous enregistrer dès maintenant. Ça va se passer en live. Ouais. Bien sûr, ça sera enregistré, mais c'est toujours mieux d'être là. Pour poser des questions, quoi. Pour poser des questions, participer avec les autres membres du groupe. OK. Ouais, donc, c'est tout, hein? Ouais. Bonne semaine. Ouais, OK. Donc, bonne semaine. Voilà, bonne semaine. Allez, à plus. OK, à plus. Mm. Ouais.